Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial avec le A7CR et le A7C2. Deux nouveaux appareils absolument compacts et géniaux qui ont été sortis par Sony aujourd'hui. Et à en croire tout ce qu'on en croit, c'est un mini A7R5 et un mini A7 IV. Mais peut-être même mieux qu'un A7 IV. On va en parler dans 2 secondes, mais au final, en fait, non, je ne l'achèterai pas. Je vais te dire ça pourquoi, après avoir partagé mon expérience et après avoir comparer les appareils ensemble avec toi pour que tu comprennes un petit peu de quoi il s'agit, comment ça marche et ensuite comment je l'ai utilisé et pourquoi ma conclusion. Donc on va se lancer tout de suite, mais avant toute chose, remercions Whitewall de soutenir cette vidéo et d'avoir soutenu cette chaîne. Il y a un petit code réduction pour imprimer tes prochaines photos. J'ai vu pas mal de commentaires de certains qui ont dit qu'ils avaient imprimé leurs photos et qu'ils trouvent ça génial. Donc je te laisse découvrir tout ça et on va tout de suite parler du A7C2 et du A7CR. C'est parti. Allez hop, j'ai utilisé une boîte à pizza en carton pour tout comparer. J'ai tout mis là sur le papier, ça y est, je vais tout te lire. Alors, non, je rigole. Je vais pas tout lire, je veux un petit peu t'expliquer la comparaison, d'accord? Ça va être la première grande partie, comparer. Deuxièmement, expérience sur le terrain. Et troisièmement, conclusion, mon opinion, pourquoi est-ce que je ne les prendrai pas et est-ce que ce serait une bonne idée pour toi ou pas. Sony m'a pas payé pour essayer ce matos, je le renvoie à la fin, enfin je leur redonne. Le seul sponsor c'est Whitewall, on l'aime tous. Whitewall, merci encore d'être là. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Télambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur. Quel que soit ton matos, ça a marché pour des milliers de participants avant toi, il y a un lien dans la description si tu es intéressé. Alors, comparons tout de suite. Le A7C2 se veut être une petite version du A7 IV, d'accord? Mais il y a un super twist dessus, c'est-à-dire que c'est peut-être même mieux qu'un A7 IV sur le papier. Le A7CR que j'ai dans les mains là en ce moment est finalement un bébé du A7R5, donc ça se veut une version compacte du A7R5. Et pourquoi? Parce que ça en fait a le même capteur que le A7R5. Le A7C2 va avoir la même chose que le A7 IV. Et donc, on se retrouve avec un A7C2 à 33 mégapixels et un A7CR à 61 millions de pixels. D'accord? Ça fait beaucoup de pixels pour un petit appareil et je trouve ça d'une certaine manière assez génial. D'accord? Le A7R5 est un appareil qui est assez gros et là, on se retrouve avec quelque chose qui est à peu près 29% plus léger que le A7R5. D'accord? Donc, sur le papier, franchement, top. Maintenant, au niveau de l'autofocus, c'est là qu'on va avoir aussi une grosse différence. Premièrement, l'autofocus entre le A7C2 et le A7CR est différent. D'accord? On en a un qui a une détection de phase et de contraste sur le A7C2 avec 94% de l'image finalement qui est couverte, alors que sur le A7CR, et c'est probablement parce qu'on a un capteur avec plus de millions de pixels, on a la détection de phase avec 79% de l'image. Sur le terrain, est-ce qu'on voit la différence? Honnêtement, pas vraiment. J'ai shooté avec des capteurs qui remplissent tout et ce à 79% d'image. Quand je shootais avec ça, ça change pas grand-chose, d'accord? Quels que soient les appareils que j'ai utilisés, faut juste s'adapter. Peut-être que ton point de focus, il peut pas aller complètement au bord de l'image sur un des appareils comme le A7CR, mais tu peux le rapprocher relativement proche et c'est à toi de t'adapter. D'accord? Encore une fois, faut pas espérer que l'appareil fasse tout pour toi. Et pourtant, on y vient, on a le IA Autofocus, l'intelligence artificielle autofocus qui est dans ces deux appareils. Ça veut dire que ça va détecter automatiquement des sujets. On parle d'insectes, ils ont amélioré les choses, apparemment ça détecte encore mieux. On va avoir les insectes, les trains, les avions, les bateaux, les personnes, enfin bref, les animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça te permet, surtout quand tu es en mode étendu en fait dans ton image, c'est-à-dire en point de focus étendu, toute la zone, ça va te permettre de détecter ces sujets et de mieux les appréhender, les détecter. La grande différence, c'est que le A7C2, du coup, il a cette IA autofocus, d'accord? Le A7R5, il l'a, mais le A7 IV ne l'a pas. Donc, tu te retrouves avec un appareil qui va être moins cher, plus petit, et qui va avoir l'IA autofocus. Donc, c'est surprenant et c'est plutôt cool d'une certaine manière. Niveau vidéo, on va avoir une grosse différence aussi, c'est que le A7C2 va avoir du 4K 60 images par seconde, mais ça va être en mode crop, en APS-C 35. Alors que le A7CR va avoir le 4K 60 images par seconde sur tout le capteur, donc en full frame. Dans les deux cas, tu as 422 10 bits, donc ce qui est cool. Une autre différence, c'est que tu peux avoir du 7K oversample et du 6,2K oversample, mais en crop sur le A7CR. Donc le A7C2 finalement a du 7K, le A7CR a du 6,2K. Donc voilà, si tu veux t'intéresser à la vidéo, je te conseille de lire un petit peu les specs et voir honnêtement est-ce que tu as déjà shooté à 7K ou 6,2, est-ce que ça t'intéresse.
Sinon, il faut juste te dire, si tu shootes souvent à 4K 60 images par seconde, que ton image va être croppée, va être coupée du coup quand tu fais ça sur le A7C2. Mais ça l'est aussi de mémoire sur le A7 IV. Maintenant, une grosse différence et quelque chose dont je vais reparler très très vite dans quelques minutes, c'est finalement les écrans. L'écran, que ce soit le tout petit écran là, tu peux voir, ou alors que ce soit l'écran à l'arrière. Grosse différence entre les gros appareils et celui-là. Là, on va avoir finalement un écran à l'arrière de 1 million de points. Sur le A7 IV, ça va être le même, mais sur le A7R5, en fait, on a 2 millions de points sur l'écran à l'arrière, ce qui est le double. Et honnêtement, si tu as déjà eu un A7R5 dans les mains, tu sais de quoi je parle. Le rendu est génial. C'est un petit peu comme sur un Canon R6 Mark II, etc. Tu vois, ou un R8. Je trouve que il y a une définition qui est plus agréable à l'œil quand tu regardes à l'arrière de l'écran. Maintenant, une chose qui m'a choqué, c'est le petit écran à l'intérieur, donc le EVF, l'Electronic Viewfinder, notre petit viewfinder qui est juste là. En fait, il est tout petit et il a 2,3 millions de points. Alors, ça ne veut pas te dire grand-chose, mais c'est juste pour te dire, de donner un ordre de grandeur. Il y en a sur le A7C2 et A7CR, c'est 2,3 millions de points, 36, 2,36, alors que sur le A7R5, on est à 9 millions de points, d'accord? Sur le A7 IV, à 3,6. Encore une fois, le A7R5 a un écran génial. Quand tu regardes dans l'œillet, c'est magnifique. Tu revois tes photos, enfin, c'est trop cool. Donc, c'était un petit peu une déception sur le papier. Dans les faits, je pense qu'elle va se confirmer. Je te dis ça dans une seconde. Mais avant, il faut dire une autre chose. Nous n'avons qu'une carte mémoire sur ces appareils. Et je pense que c'est là que ça va faire une très grande différence pour beaucoup de gens. D'accord? Ça veut dire que si tu fais des trucs pro, tu as besoin de faire un backup de photos sur 2 cartes mémoire en même temps, d'avoir de la redondance, et ben ça va pas être possible, d'accord? Donc il va falloir garder ça en tête. C'est la même chose pour le A7C2 et le A7CR. Le A7R5 a 2 cartes mémoire, le A7 IV a 2 cartes mémoire. Donc voilà, il va falloir faire gaffe en fonction de ton utilisation. Au niveau des rafales, on a à peu près 7 à 8 images par seconde pour les appareils. En comparaison avec un Canon R8 qui a 40 images par seconde sur 56 images et ensuite ça descend à 6 images par seconde, je trouve que peut-être que Sony aurait peut-être pu faire quelque chose là-dessus pour le rendre un petit peu plus rapide. Au niveau de l'ergonomie, on a quelque chose de petit, d'agréable en main. Il y a un grip qui vient avec le A7CR, mais du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que je prendrais un grip qui va rendre mon appareil aussi gros qu'un appareil normal. Voilà. Je suis un petit peu confus. Je suis clairement pas la personne à qui il va falloir vendre un grip. Ça m'intéresse pas. Donc voilà un petit peu pour la partie spec et sur le papier de ces deux appareils et comment ils se comparent au A7R5. Le reste, c'est un petit peu la même chose finalement entre ces appareils. C'est assez impressionnant. Donc la grande question, ça va être comment est-ce qu'est le ressenti lorsque je shoot avec. Je suis allé un petit peu partout avec, je vais te dire ça tout de suite. Mais avant, grande question, est-ce que tu as déjà créé un livre photo avec tes photos? Ou est-ce que tu as même déjà imprimé tes photos? Parce qu'il y en a qui n'ont jamais imprimé leurs photos. Si c'est ton cas, je t'invite à découvrir Whitewall. C'est un labo d'impression que j'utilise depuis des années pour moi-même et pour des clients avec des impressions de grande qualité. Et ils ont remis à jour leurs livres photos qui te permettent de créer des livres photos avec des meilleures photos. Je commence le processus de m'en faire un finalement qui sera un super livre portfolio, soit juste sur Chicago, soit sur mes voyages différents. Je suis en train de réfléchir. Et une chose que j'adore, c'est que ça te permet de revoir ton travail, mais aussi de voir comment est-ce que les différentes photos peuvent s'agencer ensemble, tu vois, se mettre ensemble, créer quelque chose d'harmonieux. Et vraiment, c'est littéralement comme faire une revue de ton travail pour voir comment progresser. Donc, laisse-moi t'inviter à essayer de créer un livre photo ou simplement de les imprimer pour ton mur. Là, c'est un super acrylique que j'ai fait et qui est maintenant dans le studio d'un ami. J'ai aussi imprimé pas mal sur du fine art paper, du papier d'art finalement, et j'adore le rendu. Quel que soit le support que tu vas utiliser, je t'invite à faire revenir dans le monde réel tes photos qui sont finalement des moments capturés dans le monde réel que tu vas faire revivre et redécouvrir complètement différemment. Et tu as un petit code réduction dans la description, donc ne le loupe pas. Maintenant, quelle est mon expérience avec ce A7CR? J'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai trouvé que la transition entre mon A1 ou ma A7S3 ou même le 6700 que j'avais avant, finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose. Je me sens pas dépaysé, je me sens pas perdu. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a les nouveaux menus Sony dessus, avec des petits menus tactiles aussi qui sont très pratiques. Ça me permet d'aller vite quand je shoot. Mais je vais te le dire tout de suite, la première chose qui m'a choqué, en fait, c'est vraiment la résolution. Non pas que de l'écran à l'arrière qui est pas génial, ok, mais à la limite, on se dit c'est comme un 7.4, ça passe. Mais c'est vraiment ce petit viewfinder, finalement, ce petit œillet qui est ridiculement petit.
qui fait mal aux yeux. À chaque fois que tu mets ton œil, en fait, ça tape un petit peu au-dessus parce que tu es obligé de le coller assez près. Du coup, ça fait mal, c'est un petit peu dur. Mais surtout, la qualité, tu as l'impression de regarder quelque chose de basse qualité à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage dans mon expérience lorsque je shootais, d'accord? L'œillet, pour moi, c'était la grande déception. Voilà, au niveau de l'utilisation de la prise en main, c'était petit, c'est compact, ça tient bien en main, même si le grip est pas énorme. Soit je suis obligé de mettre les 3 doigts du bas et mon doigt du haut, il est un peu perdu. Soit j'en mets que 2 et j'ai mon petit doigt qui navigue un petit peu. Une des autres choses qui m'a surprise et que je trouve un peu dommage, la petite molette à activer, par exemple, pour mon ouverture, elle est difficilement accessible. Une fois que j'ai les doigts complètement sur le grip, c'est dur d'y accéder. L'autre chose qui m'a surprise, ça allait être les prises de vue en rafale. Comme je disais tout à l'heure, Canon se retrouve avec 40 images par seconde sur ses boîtiers. Nous, on est limité à 7 ou 8. Et ça m'a un peu surpris quand je prenais quelques rafales. Dans certaines situations, si je fais du sport et tout ça, ça va pas être top. Donc voilà, au niveau des choses qui m'ont vraiment surprise, les choses que j'ai bien aimées, encore une fois, ça a été clairement la taille, les nouveaux menus, l'autofocus AI, on en parle. Alors, est-ce que j'ai aimé ou j'ai pas aimé? C'est là qu'il y a un argument. Je pense que beaucoup d'entre vous, en fait, vont se dire, OK, je veux cet appareil parce que j'ai pas de AI autofocus sur le A7 IV ou sur mon A7 III, etc. Mais dans les faits, j'utilise rarement, honnêtement. Alors, j'utilise le fait qu'ils aient amélioré la détection des visages et des personnages. Oui, je l'utilise. Ça, c'est agréable. L'IA, c'est bien, mais il y a des limites. C'est peut-être aussi pour ça que Sony ils demandent de choisir entre les pigeons, les oiseaux, les personnages, les chiens, les chats, etc. pour un petit peu le guider. Canon, ils se disent, oh, t'inquiète pas, on va tout faire nous-mêmes, on va gérer. Enfin, tu peux aussi choisir, mais ils ont un mode auto où ils disent, peace, t'inquiète. La manière dont je shoot est assez hybride, donc j'aime pas changer à chaque fois de détecte-moi un animal ou détecte-moi un humain, etc. Et du coup, je me retrouve souvent à me mettre en point de focus simple avec le tracking. Ça va s'accrocher à ma cible et ça va la suivre dans mon image lorsque je prends des photos. Ça fait des années que je shoot comme ça, quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de traquer un sujet. Tu demandes à n'importe quel photographe de mal, est-ce qu'il y a 10-15 ans, tu prenais que des photos qui sont floues et est-ce que maintenant, avec ton IA, tu es capable de prendre les meilleures photos du monde qui sont plus floues du tout? Eh bien, tu verras, la réponse est non. On prenait des photos nettes avant, on arrête toujours à prendre des photos nettes. Alors oui, ça peut aider dans certaines circonstances. Encore une fois, il faut faire attention au marketing. Le marketing, c'est génial, surtout avec l'IA maintenant. Pour moi, ça ne justifie pas de changer d'appareil. Si c'est juste la chose que tu vas vouloir ajouter dans ton appareil, je te conseille largement d'apprendre à bien gérer ton autofocus qui n'a pas d'IA, justement, pour que tu puisses shooter avec n'importe quel appareil, même ceux qui l'ont pas. Maintenant, grande conclusion, mon opinion. Allez hop, je pose l'appareil. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'achèterai pas? Non pas parce que j'ai un et A7 III, simplement parce que, en fait, je trouve que même si c'est 22 à 29% plus léger qu'un gros boîtier, j'adore la sensation de mon gros boîtier. D'accord? Alors oui, j'aime bien la taille petite pour mettre dans un sac, mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que mes sacs à dos, en général, ils arrivent toujours à rentrer à mon A7S III ou mon A1 avec un 20 mm ou un 24 mm, même si c'est un sac à main, je peux le faire rentrer. Alors oui, le A7CR ou A7 II, il va mieux rentrer plus facilement. Peut-être tu peux utiliser un tout petit sac à main Chanel de ta femme pour mettre ton appareil. Mais en fait, quand je monte mon sac photo, que ce soit un appareil de taille classique ou de taille compacte, et ben finalement, ils rentrent tous les deux. Donc ça change pas grand-chose pour moi dans mon utilisation. Je pense que oui, j'aime bien économiser 20% de poids, mais ça me justifie pas d'acheter ça. Surtout, il n'y a qu'une carte mémoire. Donc si je fais ça pour des besoins un peu pro, et ben c'est un appareil qui va pas pouvoir finalement m'accompagner sur un shoot pro où je sais que j'ai besoin d'avoir de la redondance dans les photos que je vais prendre. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est la même batterie que sur tous mes appareils, donc ça c'est cool. Mais je pense qu'il n'y avoir qu'une seule carte mémoire. Clairement, on va mettre cet appareil dans la gamme plus pour ceux qui veulent se faire plaisir à prendre des photos et non pas ceux qui en vivent. Voilà un petit peu pourquoi moi je récupérerai pas. Les prix n'étaient pas confirmés au moment où j'enregistre, mais c'est 200 à 400 € moins cher qu'un A7 IV. Donc pour ceux qui ont un vieil appareil et qui ne font pas ça de manière professionnelle, ça peut être génial, au lieu de sauter sur un A7 IV, d'avoir quelque chose d'un peu plus petit avec les derniers autofocus, les dernières IA, les derniers, tout ce que tu peux imaginer, ça peut être génial. Sur le A7CR, ce qui est surprenant, c'est que la différence de prix entre le A7CR et le A7R5 est beaucoup plus grande. On parle de 700 à 1000 $, en tout cas, de différence entre les deux appareils. Donc tout de suite, ça va peser dans la balance. Ça peut être un objectif, ça peut être un super voyage pour shooter avec ton appareil, sachant que tu vas avoir les mêmes performances. Voilà un petit peu pour ma conclusion sur ces appareils. Le plus important, ça va pas être
tellement de changer de boîtier. Si je peux te conseiller, ça va être de récupérer un nouvel objectif. Et d'ailleurs, le nouveau 16-35 GM2 vient de sortir. Je vais t'en parler dans une nouvelle vidéo différente. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Grande question. Donc voilà, avant d'investir dans ton boîtier, investis dans tes objectifs, investis dans des compétences, méthode de 30 jours pour tes photos pro, imprime tes photos pour pouvoir finalement les revoir et voir où améliorer, mais avec quelque chose de physique dans le monde réel. Il y a un petit lien dans la description pour Whitewall. Encore une fois, merci à Whitewall d'avoir soutenu la chaîne sur ces derniers mois. Get out there, go shoot, try something different, try something new. Va dehors, va prendre des photos, essayer quelque chose de nouveau, essayer quelque chose de différent. Je te vois dans la prochaine. Ciao!